Bonjour et bienvenue à tous. Prêts pour une nouvelle immersion profonde? On plonge aujourd'hui dans un livre audio que vous avez choisi. Pouvoir illimité d'Anthony Robbins, en version française bien sûr. On va essayer d'en extraire le meilleur, les idées les plus percutantes et les plus utiles pour vous. Exactement. L'idée, c'est de vous donner les clés pour acquérir rapidement des connaissances profondes, découvrir de nouvelles perspectives et avoir ces fameux moments aha, sans vous noyer dans un océan d'informations. On va donc décortiquer les concepts clés de Tony Robbins, en privilégiant toujours la clarté et en essayant de vous donner envie d'appliquer tout ça dans votre vie. Et préparez-vous à explorer avec nous la maîtrise de soi, le succès, le pouvoir parfois insoupçonné dans nos propres croyances. Accrochez-vous bien parce que certains points pourraient changer votre vision des choses. Alors, pour commencer, Robbins nous raconte son propre parcours, une transformation radicale. Il est passé d'une situation personnelle très difficile à une vie épanouie et pleine de succès. Ça soulève une question importante. Comment un tel changement est-il possible? Est-ce un don, un talent inné, ou est-ce que ce sont des principes et des techniques que n'importe qui peut apprendre et appliquer? Ce qui est frappant dans le récit de Robbins, c'est le contraste saisissant entre son point de départ et où il en est arrivé. Il décrit une période où il vivait dans une toute petite garçonnière de 40 mètres carrés, il faisait sa vaisselle dans sa baignoire et il se sentait profondément malheureux et incapable de communiquer. Et maintenant, il voyage partout dans le monde avec sa femme, il vit dans un château avec vue sur l'océan Pacifique. C'est une transformation spectaculaire qui montre bien qu'on n'a pas besoin de talent extraordinaire pour changer sa vie. Il suffit d'appliquer des principes, des techniques que tout le monde peut apprendre. Ce qui veut dire que cette transformation, elle est possible pour vous aussi. Ensuite, Robin définit le succès d'une manière qui va, je pense, particulièrement nous parler, surtout si vous vous intéressez au développement personnel. Il ne voit pas le succès juste comme une accumulation de biens matériels. Pour lui, c'est un processus continu de croissance qui touche tous les aspects de notre vie effective. Sociale, spirituelle, psychologique, intellectuelle et oui, aussi matérielle. Mais il y a une dimension essentielle qui ajoute, c'est celle de la contribution positive aux autres. L'idée clé à retenir ici, c'est que le succès n'est pas une destination finale, un point d'arrivée. C'est un cheminement, une évolution constante. Comment est-ce que cette perspective du succès, elle correspond à votre propre vision? C'est vrai que la définition de Robbins, elle change notre vision du succès. Ce n'est pas juste une question d'avoir beaucoup de choses. C'est plutôt un épanouissement global qui inclut bien sûr votre développement personnel, mais aussi votre capacité à apporter quelque chose de positif au monde autour de vous. Et c'est important de comprendre que c'est un parcours progressif, pas un but ultime. Ça implique un état d'esprit d'apprentissage continu, de toujours vouloir évoluer. Donc la question pour vous, c'est est-ce que vous voyez le succès uniquement comme un objectif à atteindre, ou est-ce que vous le voyez comme un processus qui continue tout au long de votre vie? Un autre concept central du livre, c'est le pouvoir. Attention, il ne parlait pas de dominer les autres, mais plutôt de notre capacité à obtenir les résultats qu'on veut vraiment et de contribuer au bien-être des autres en même temps. Il dit que, de nos jours, la formation, c'est un peu le nouvel or. Mais l'action, elle, reste essentielle. Le savoir, aussi important soit-il, ça ne reste qu'un pouvoir potentiel tant qu'on ne le met pas en pratique. Il prend l'exemple de Steve Jobs. Ce jeune homme, sans argent au départ, a créé une entreprise qui s'est classée parmi les 500 premières d'Amérique plus vite que n'importe qui avant lui. Et il a fait ça avec une idée et surtout en passant à l'action. Qu'est-ce que cet exemple vous dit sur le potentiel de l'action? Même quand on n'a pas beaucoup de moyens au départ, on peut accomplir des choses extraordinaires en agissant. Tout à fait. Ce que Robbins montre ici, c'est la différence entre le potentiel et sa réalisation. L'information, c'est crucial aujourd'hui, mais ça ne suffit pas. C'est l'action, la mise en pratique du savoir, qui nous donne le vrai pouvoir, le pouvoir d'influencer positivement notre vie et celle des autres. L'exemple de Steve Jobs est parfait pour illustrer ça. Un jeune homme, une idée, la volonté d'agir, et malgré un manque de moyens au départ, il a réussi un truc incroyable. Donc oui, l'action est souvent bien plus déterminante que les ressources matérielles qu'on a au départ. La qualité de notre communication, qu'elle soit interne, c'est-à-dire la façon dont on se parle à soi-même, ou externe, la façon dont on interagit avec les autres, est présentée comme un élément clé de notre succès. Robbins insiste sur le fait que nos pensées et nos sentiments, même les plus intimes, influencent notre rapport au monde. Chaque acte de communication, qu'il soit verbal ou non verbal, c'est une action qui a un impact. La maîtrise de cette communication, c'est un véritable pouvoir. Il cite des figures comme John Kennedy, Martin Luther King ou même Hitler, des exemples de gens qui maîtrisaient parfaitement la communication et qui ont réussi à transformer le monde en influençant les pensées et les actions de millions de personnes. Qu'en pensez-vous, Jay? Comment cette idée de la puissance de la communication, elle se manifeste dans votre vie et dans vos interactions avec les autres Ethers? C'est vrai que la communication, c'est une force incroyable, qu'elle soit utilisée pour le bien ou pour le mal. Notre dialogue interne, nos pensées, nos émotions, tout ça influence la façon dont on perçoit le monde et dont on interagit avec lui. Et puis la communication externe, nos mots, notre langage corporel, ça a un impact
énorme sur les autres. Les exemples que vous citez, même si leurs objectifs étaient très différents, montrent bien qu'on peut influencer, mobiliser des foules entières avec la communication. La question pour vous, c'est comment est-ce que vous utilisez votre communication avec vous-même et avec les autres vestiaires? Est-ce que vous l'utilisez de manière consciente pour obtenir les résultats que vous voulez? Robbins explique ensuite que nos émotions, ce ne sont pas des conséquences directes des événements extérieurs. C'est plutôt le résultat de la façon dont on interprète ces événements. Et c'est là qu'il y a quelque chose d'important, on a le pouvoir de contrôler cette interprétation, d'influencer ce qu'on ressent et ce qu'on fait ensuite. Il utilise une image très parlante, celle d'un écran mental sur lequel on peut projeter ce qu'on veut. On dirige notre activité mentale un peu comme un réalisateur de cinéma. Comment est-ce qu'on peut appliquer ça concrètement pour influencer nos émotions de manière positive? C'est une idée qui est vraiment libératrice. On n'est pas juste des marionnettes qui réagissent automatiquement aux événements. On peut choisir comment on les interprète. On n'est pas victime des circonstances, on a la capacité de filtrer et de donner un sens à ce qui nous arrive. L'image de l'écran mental, elle est très puissante. Ça veut dire qu'on peut consciemment choisir les images et les histoires qu'on met dans notre tête, et comme ça influencer nos émotions. La question c'est comment est-ce que vous pouvez prendre conscience de vos propres interprétations et choisir celles qui vont vous aider à vous sentir mieux et à agir de manière constructive. Il nous donne ensuite ce qu'il appelle la formule fondamentale de la réussite. 3 étapes. Savoir précisément ce qu'on veut, passer à l'action pour l'obtenir et développer une acuité sensorielle pour observer si nos actions nous rapprochent vraiment du but. L'ajustement en fonction des résultats, c'est essentiel. On peut résumer ça par la boucle: définir, agir, observer, ajuster. Où est-ce que vous vous situez dans cette boucle par rapport à vos propres objectifs, que ce soit dans votre vie personnelle ou professionnelle? Cette formule, elle est très claire et pratique. On voit tout de suite qu'il faut avoir une vision précise de ses objectifs, agir pour les atteindre, et surtout être capable d'analyser si ce qu'on fait est efficace, et si ce n'est pas le cas, ajuster sa stratégie. La boucle définir, agir, observer, ajuster, c'est un processus d'amélioration continue. En vous demandant où vous en êtes dans cette boucle, vous pouvez identifier les points forts de votre approche et les points faibles, là où vous pourriez vous améliorer. Et pour être sûr qu'on se comprenne bien, l'acuité sensorielle, c'est votre capacité à observer les effets de vos actions. Est-ce que ce que vous faites vous rapproche de votre objectif ou pas? Il faut être attentif aux résultats que vous obtenez. Ward Horness insiste beaucoup sur l'importance de l'action. Il donne l'exemple du colonel Sanders. À la retraite, après la faillite de son restaurant, il a persévéré comme un fou pour vendre sa recette de poulet frit. Et il a fini par bâtir un empire. Le colonel Sanders, il a essuyé plus de 1000 refus avant de réussir. Ça montre la puissance de la persévérance et l'importance de ce qu'on se dit à soi-même, de la façon dont on se motive quand c'est difficile. Et vous, comment est-ce que vous réagissez face aux refus? Comment est-ce que vous gardez votre motivation quand vous rencontrez des obstacles, Ménez? Le colonel Sanders, c'est vraiment un exemple de persévérance incroyable. Plus de 1000 refus, et il a continué à croire en son projet. C'est une leçon de détermination et de résilience. Ça nous montre aussi l'importance du dialogue interne, de la façon dont on se parle pour rester motivé quand tout va mal. La question pour vous, c'est est-ce que vous êtes capable de persévérer malgré les obstacles? Comment est-ce que vous nourrissez votre motivation interne face aux difficultés? L'expérience de la marche sur le feu, elle est présentée dans le livre, pas comme un exploit physique, mais comme une preuve de notre capacité à dépasser nos peurs et nos limites en modifiant notre état mental et physique. Si des gens peuvent marcher sur des charbons ardents sans se brûler, ça veut dire qu'on a peut-être beaucoup plus de potentiel qu'on ne le pense. Qu'est-ce que ça vous inspire par rapport aux limites qu'on se fixe dans d'autres domaines de notre vie? C'est vrai que la marche sur le feu, c'est une métaphore puissante. Ça montre qu'on est capable de faire des choses extraordinaires quand on change notre état d'esprit. Si on peut surmonter la peur de se brûler, une peur aussi primitive, c'est qu'il y a plein d'autres peurs et de limites qu'on peut aussi dépasser. La question c'est quelles sont les peurs qui vous limitent? Et comment est-ce que vous pouvez les transformer pour réaliser votre plein potentiel? Robbins identifie 7 traits de caractère qu'il retrouve chez les personnes qui réussissent. La passion, la conviction, la stratégie, la clarté des valeurs, l'énergie, l'art de créer des liens et la maîtrise de la communication. Ces 7 traits sont liés entre eux et ce sont des outils pour atteindre vos objectifs. Parmi ces 7 traits, lesquels vous semblent les plus importants pour vous ou au contraire les plus difficiles à développer? La passion, la conviction, la stratégie, la clarté des valeurs, l'énergie, l'art de créer des liens, la maîtrise de la communication, c'est un bon résumé des qualités qu'on retrouve souvent chez les gens qui réussissent. La passion, c'est le moteur, la conviction, c'est la base solide, la stratégie, c'est le plan d'action, les valeurs, c'est la boussole, l'énergie, c'est le carburant, les liens, c'est le réseau de soutien, et la communication, c'est l'outil pour influencer et se connecter aux autres. Ces qualités sont toutes importantes. Réfléchissez à celles que vous avez déjà et à celles que vous devez travailler
pour progresser. Un point crucial du livre, c'est l'idée que ce n'est pas ce qui nous arrive qui compte le plus, mais la façon dont on interprète les événements et dont on y réagit. Il prend l'exemple de 2 enfants qui se font prendre par une vague. Le premier se met à pleurer, le deuxième éclate de rire. Même situation, 2 réactions totalement différentes. Vous est-il déjà arrivé de réagir différemment de quelqu'un d'autre face à une même situation? Qu'est-ce que ça vous apprend sur le pouvoir de votre perception? L'exemple des 2 enfants, c'est une image très claire du pouvoir de la perception. La réalité, elle est la même pour les deux, mais leur interprétation et leurs réactions sont complètement différentes. On voit bien que ce n'est pas l'événement en lui-même qui détermine notre état, mais la signification qu'on lui donne. Quand vous repensez à des situations où vous avez réagi différemment des autres, essayez de comprendre pourquoi. Quels sont vos filtres de perception? Est-ce qu'ils vous aident ou est-ce qu'ils vous limitent? Robin parle ensuite de la programmation neurolinguistique, la PNL. C'est un outil pour contrôler notre cerveau, nos émotions, nos comportements et même influencer les autres. L'idée de base de la PNL, c'est que si quelqu'un a réussi à faire quelque chose, on peut en théorie faire la même chose en utilisant notre système nerveux de la même manière. On peut donc imiter les gens qui réussissent pour obtenir des résultats similaires. La PNL est présentée comme une science pour gérer son esprit. La PNL, c'est un ensemble de techniques pour comprendre et modifier nos schémas de pensée et de comportement. On s'intéresse à la structure de notre expérience subjective, comment on représente l'information dans notre tête pour obtenir les résultats qu'on veut. L'idée, c'est qu'en comprenant comment fonctionnent les programmes dans notre esprit, on peut les reprogrammer consciemment. Oui, la PNL, c'est vraiment une approche pratique et concrète pour améliorer nos performances. L'idée, c'est que nos pensées et nos comportements, on peut les changer, les programmer pour atteindre nos objectifs. Et le principe d'imitation, de modélisation est très important en PNL. On observe les gens qui réussissent, on décolle leur stratégie mentale et on essaie de les reproduire. C'est une approche qui donne envie d'en savoir plus sur les techniques qu'elle propose. Robbins dit aussi que le succès laisse des traces, des schémas d'action. En observant les gens qui réussissent et en leur posant des questions, on peut découvrir ces schémas et les appliquer nous-mêmes. Il raconte par exemple qu'il a appris à mieux tirer au pistolet en observant les meilleurs tireurs de l'armée américaine. Et vous, qui pourriez-vous observer dans votre domaine pour vous améliorer? Quelles questions pourriez-vous leur poser pour comprendre leur stratégie? Le fait que le succès laisse des traces, c'est trop encourageant. Ça veut dire que le succès, ce n'est pas un mystère réservé à une élite. Il y a des stratégies, des comportements qu'on peut observer, analyser et reproduire. L'exemple du tir au pistolet, il est très concret. Robbins a amélioré ses performances en étudiant les techniques des experts. Donc réfléchissez aux gens qui excellent dans votre domaine. Observez-les, posez-leur des questions, essayez de comprendre comment ils font. Vous pourrez peut-être appliquer leur stratégie pour progresser vous aussi. Robbins explique qu'il y a 3 portes pour imiter la réussite. Le système de croyance, la syntaxe mentale, c'est-à-dire la façon dont on pense, et la physiologie, le lien entre le corps et l'esprit. En imitant les croyances, les pensées et même le langage corporel des gens qui réussissent, on peut obtenir des résultats similaires. Par quelle porte pensez-vous qu'il serait le plus facile ou le plus important de commencer? Ça m'a l'air intéressant. Les croyances, la syntaxe mentale et la physiologie. Nos croyances, c'est ce qu'on croit profondément sur le monde et sur nous-mêmes. La syntaxe mentale, c'est comment on structure nos pensées, comment on traite l'information. Et la physiologie, c'est notre état physique qui a un impact sur notre mental et nos émotions. Il faut agir sur ces 3 aspects pour imiter la réussite. À vous de voir par quelle porte vous voulez commencer. Les croyances sont présentées comme des filtres, des directives pour notre cerveau. Si on croit fermement en quelque chose, on donne en quelque sorte un ordre à notre cerveau pour qu'il agisse en conséquence. Les croyances peuvent nous booster ou nous freiner. Robbins cite des exemples comme l'effet placebo ou des cas de transformation physique incroyables juste grâce à la croyance. Ça montre bien la puissance de l'esprit. Et vous, qu'est-ce que ces exemples vous disent sur votre propre potentiel? L'image des croyances comme des filtres est très juste. Elles influencent notre perception du monde et guident nos actions. L'effet placebo et les exemples de transformation physique par la croyance, c'est fascinant. Ça montre que notre esprit a un pouvoir énorme sur notre corps. On peut se soigner, on peut se transformer, juste en changeant nos croyances. C'est une idée qui donne de l'espoir, mais qui nous met aussi face à nos responsabilités. On est en partie responsable de ce qui nous arrive, parce qu'on peut choisir nos croyances. Robbins identifie 5 sources de nos croyances. L'environnement, les événements, la connaissance, les résultats passés et la création mentale. En comprenant ces sources, on peut influencer nos croyances. Quelles ont été les sources les plus importantes de vos croyances? Comment pourriez-vous les utiliser pour créer des croyances plus positives et plus en accord avec ce que vous voulez vraiment? C'est intéressant de réfléchir aux sources de nos croyances. L'environnement, c'est notre famille, notre culture, la société dans laquelle on vit. Les événements, c'est ce qu'on a vécu, les expériences positives et négatives. La connaissance, c'est ce qu'on a appris à l'école, dans les livres, etc.
Les résultats passés, c'est nos succès et nos échecs. Et la création mentale, c'est notre capacité à imaginer, à visualiser ce qu'on veut. En prenant conscience de l'influence de ces sources sur nos croyances, on peut commencer à les choisir plus consciemment. On peut se créer des croyances qui nous soutiennent, qui nous donnent de la force et qui nous aident à atteindre nos objectifs. Il y a un concept un peu provocateur dans le livre. Les 7 mensonges du succès. Ce sont en fait des croyances puissantes, adoptées par les gens qui réussissent. L'idée, c'est que la réalité est subjective, et que ce qui compte, c'est si une croyance nous est utile ou pas. Est-ce que vous êtes curieux de découvrir ces mensonges ? Ils pourraient changer votre approche de la vie et du succès. Oui, l'idée de mensonge du succès, c'est intriguant. Ça nous pousse à remettre en question nos propres croyances. Est-ce que ce qu'on croit est vraiment vrai, ou est-ce que c'est juste une croyance qui nous limite ? Robbins nous invite à adopter des croyances qui nous servent, même si elles ne sont pas forcément des vérités absolues. C'est une approche pragmatique et efficace pour changer sa vie. Le premier mensonge, c'est « tout arrive pour une raison et doit nous servir ». Il prend l'exemple de Marielle Hamilton, une femme qui est devenue paraplégique après un accident et qui a transformé cette épreuve en opportunité en créant une entreprise de fauteuils roulants révolutionnaire. C'est une ancienne enseignante et reine de beauté qui dirige maintenant une entreprise multimillionnaire. C'est un exemple fort de cette croyance, n'est-ce pas ? Comment est-ce que vous pourriez appliquer cette idée dans votre vie face à vos propres défis ? C'est un exemple qui nous pousse à voir les choses différemment. Au lieu de se lamenter sur ce qui nous arrive, on peut chercher le côté positif, l'opportunité qui se cache derrière l'épreuve. Marielle Hamilton, elle a transformé un drame en succès. Elle a trouvé un sens à son expérience et elle a agi pour améliorer sa vie et celle des autres. C'est un bel exemple de résilience et de créativité. La deuxième croyance, c'est A. L'échec n'existe pas, il n'y a que des résultats. Il donne l'exemple d'Abraham Lincoln, qui a perdu plein d'élections avant de devenir président, et d'Ebiton, qui considérait chaque tentative ratée comme une nouvelle façon de ne pas faire quelque chose. Abraham Lincoln, il a perdu 23 élections avant de gagner. Ça relativise un peu notre définition de l'échec. Oui, ce mensonge, il nous invite à changer notre regard sur l'échec. L'échec, ce n'est pas une fin en soi, c'est juste un résultat, une information qui nous permet d'apprendre et de nous améliorer. Abraham Lincoln, il n'a jamais abandonné malgré les défaites. Et Edison, chaque fois qu'il ratait quelque chose, il se disait qu'il avait trouvé une nouvelle façon de ne pas faire ce qu'il voulait faire. C'est un état d'esprit qui nous permet de rester motivés et de persévérer. Voilà, on a parcouru ensemble quelques-uns des concepts clés de pouvoir illimité. J'espère que cette immersion vous a apporté de nouvelles idées et qu'elle vous a donné envie d'aller plus loin. On a vu des choses passionnantes. Le pouvoir des croyances, l'importance de l'action, la maîtrise de la communication, une nouvelle vision de l'échec. Tout ça, ce sont des éléments importants pour réussir dans la vie. Pour en savoir plus, je vous encourage à lire ou à écouter le livre en entier. Vous trouverez les liens dans la description de cette vidéo. Et pour finir, je vous laisse avec une question. Si nos croyances façonnent notre réalité, quelle croyance allez-vous choisir dès aujourd'hui pour créer la vie que vous désirez vraiment ? Merci à tous d'avoir participé à cette immersion profonde. À bientôt pour une nouvelle exploration.